On croit faire un voyage et c'est le voyage qui vous fait, écrivait Nicolas Bouvier. Alors qu'est-ce qui fait qu'on voyage ou qu'on ne voyage pas? Ou que l'on dit rêver de voyager sans jamais y aller, rêver de la Chine sans plus jamais y retourner? Eh bien, ce qui fabrique le voyage, il y a la force du rêve, justement, l'appétit pour les différences, il y a le rôle du père, le rôle des cartes, le rôle des livres, et dans les livres, il y a les bandes dessinées. Je vous propose aujourd'hui de suivre le voyage de Corto Maltese vers la maison dorée de Samarcande à travers l'Asie centrale. Corto est un héros qui a été inventé par le dessinateur Hugo Pratt. Corto est un marin distant, fidèle à ses amis, sans a priori moral ou idéologique. Et Pratt va fonder les aventures de Corto sur une réalité historique et politique très intéressante à raconter justement aujourd'hui. Alors suivez les cartes, mais ne cherchez pas à tout comprendre, car c'est là un voyage dans l'histoire et dans l'imaginaire. C'est sur l'île de Rhodes, en Méditerranée orientale, que commence le voyage de Corto au début des années 20. Corto cherche là un manuscrit du poète anglais Lord Byron, qu'il trouve finalement sur le toit de la mosquée Kawakli, accompagné d'une lettre et d'une carte. Cette carte indique que le trésor du roi de Perse, Cyrus, qu'avait dérobé en son temps Alexandre le Grand, se trouve à proximité de Samarcande, cité ô combien mythique sur la route de la soie. Corto s'apprête donc à partir en traversant tout d'abord la Turquie. Or, en ce début des années 20, ce qui reste de l'Empire ottoman est en proie à des rivalités sans fin. D'abord, conformément au traité de Sèvres de 1920, l'Empire ottoman a été amputé à l'ouest de la Thrace orientale et de la région de Smyrne, annexée par la Grèce, au sud des anciennes provinces arabes, Liban, Syrie, Palestine, Irak, placées sous mandat français et britannique. À l'est, l'indépendance de l'Arménie et l'autonomie du Kurdistan sont reconnues. Le reste de l'Anatolie est occupé par les Anglais au Kurdistan, les Français en Cilicie et Cappadoce, les Italiens dans la région de Konya et Antalya. L'Empire ottoman est dépecé, la Turquie en formation ne conserve en Europe qu'Istanbul. Mais ce traité de Sèvres est rejeté et par les nationalistes turcs qui s'organisent autour de Mustafa Kemal pour lutter pour l'unité de la Turquie dans ses frontières d'octobre 18, mais aussi par Enver Pacha, l'ancien ministre de la Défense ottoman, qui veut rassembler les peuples turcophones de la Turquie à la Chine dans un même ensemble étatique. De toute façon, pendant ce temps-là, les bolcheviks poursuivent leur avancée pour porter la révolution socialiste aux peuples du Caucase et d'Asie centrale. Voilà un petit peu le contexte historique dans lequel le périple de Corto va se dérouler. De Rhodes, via la Turquie, la Perse, l'Azerbaïdjan, la Caspienne, l'émirat de Bukhara et l'Afghanistan, jusqu'à l'Empire britannique des Indes. Le voyage sera d'autant plus hasardeux que Corto a un sosie, qui n'est autre que Şevket, ce nationaliste turc redouté de la Grèce à l'Arabistan. À peine arrivé à Tarsus, en Turquie, Corto est pris à partie par des montagnards kurdes. Pour avoir la vie sauve, il doit alors promettre à leur chef, Rachid, de partager le trésor caché de Samarcande. Puis il manque ensuite d'être arrêté par des soldats français qui le prennent pour un Turc. Un simple contrôle d'identité permet finalement à notre marin, né à Malte mais citoyen britannique, de reprendre sa route. À Adana, capitale de l'ancienne Cilicie arménienne, Corto se rend à l'école des derviches tourneurs. Il compte sur cette confrérie musulmane soufie pour l'aider à libérer son ami Raspoutine, qui est emprisonné dans un lieu à Samarcande appelé la Maison dorée de Samarcande. Et pendant qu'il est en conversation avec l'imam derviche, l'école est attaquée par des nationalistes arméniens. Vous vous souvenez qu'une résistance armée s'est organisée pour venger les martyrs arméniens du génocide de 1915. Eh bien, ces derniers prennent Corto pour le sosie Şevket, le nationaliste turc. Corto prend donc la fuite
et c'est à bord d'un camion de soldats kurdes qu'il parvient dans la région du lac de Van, qui est alors contrôlée par les insurgés kurdes et l'armée bolchevique. Après avoir traversé la frontière perse, il atteint cette région du Caucase en train d'être soviétisée. Cortot est immédiatement arrêté par l'armée rouge, car un commissaire du peuple, expéditif, le prend pour un espion anglais. Il est sur le point de le faire fusiller quand Cortot se souvient tout à coup qu'il a rencontré, 14 ans plus tôt, dans un hôtel d'Ancône, en Italie, un dénommé Staline, un ami, à qui il téléphone alors et qui, pour une fois, veut du bien à quelqu'un. Sinon, sans le petit père des peuples, plus de Cortot. À Bakou, sur la Caspienne, Cortot peut alors embarquer pour le Turkestan russe. Là commence l'Asie centrale turcophone, et en ce début des années 20, la région n'est pas vraiment pacifiée. Car à Bukhara, Enver Pacha, mis hors jeu en Turquie, a pris la tête de la révolte des Basmachis contre les Soviétiques. C'est quasiment une guerre sainte lancée contre les Rouges, avec l'aide des nationalistes du Turkestan, de l'émir Alim Khan. On trouve aussi des Français, des Américains, des Anglais. Cortot retrouve à Bukhara son vieil ami Raspoutine, qui combat aux côtés de Enver Pacha contre les Russes. Mais alors que Cortot et Raspoutine reprennent leur route, toujours à la recherche du trésor d'Alexandre, ils sont les témoins de l'embuscade tendue par l'armée rouge à Enver Pacha, qui meurt ce 4 août 1922, tué par des bolcheviks arméniens, qui se vengent de cet ogre turc qu'ils tiennent pour responsable du génocide de 1915. Et là, cet épisode est véridique. Revenons à notre trésor de Cyrus. Selon la carte que Cortot a entre les mains, le trésor devrait se trouver au sud de Samarcande, en Afghanistan, entre la Bactriane et le Kafiristan. Kafiristan, ça veut dire le pays des infidèles en persan. C'est là que vivaient les descendants des Grecs au rite païen, venus avec Alexandre, avant leur conversion forcée à l'islam fin XIXe siècle. Ces quelques vallées superbes à l'extrême est de l'Afghanistan s'appellent depuis Nouristan. Vous pouvez aussi lire le récit de Kipling, l'homme qui voulait être roi, dans lequel les deux héros sont aussi à la recherche du Kafiristan. Après 10 jours de marche, Cortot et Raspoutine atteignent la grotte censée contenir le trésor et située sans doute dans les montagnes de l'Hindoukouche, au nord-est de l'Afghanistan. Le trésor est bien là, mais ils ne font que l'entrevoir. Ils sont victimes soit d'une hallucination, de démons taquins ou de leur propre imagination. Suite à un éboulement, l'entrée de la grotte est bouchée. Cortot cherche une issue, en trouve une, qui débouche, aux surprises, sur l'Empire britannique des Indes. Cortot et Raspoutine se font passer pour des négociants en tapis afghans et sont invités à regagner la vallée du Chitral avec les soldats de Sa Majesté. Donc, pas de trésor, mais une formidable épopée de plus d'1 an qui s'achève sur cette zone frontière où se choquent les intérêts de la Russie et de l'Angleterre, cette région du grand jeu, comme l'a appelé Kipling. C'est une région aujourd'hui qui est au cœur d'une nouvelle donne, où l'on assiste à la fusion provisoire des intérêts stratégiques russes et américains dans une lutte contre l'islamisme. Derrière cela, il y a la stabilité régionale, et derrière cela encore, de gros enjeux pétroliers. Je vous en ai parlé plusieurs fois pendant l'automne 2001. Alors vous voyez, en mêlant fiction et réalité, figures inventées et personnages historiques comme Enver Pacha ou Staline, en mêlant magie et rationalité, en mettant en relation tous ces types de cultures, Hugo Pratt a enrichi la bande dessinée d'aventure. Il nous offre un imaginaire qui ne fait qu'aiguiser notre appétit pour la réalité.